Parce que les paysages, eux, du moins, je vais mieux avouer tout de ils étaient suite authentiques. que je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenue écrivain. Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Dans les yeux de Colette. Cette année, vous le savez, nous célébrons les 150 ans de la naissance de Sidonie Gabrielle Colette. S'il y a un amour, une passion que l'on retrouve chez Colette, c'est bien pour la nature, et nous en avons d'ailleurs longuement parlé avec Didier Charru. Dans la nature, il y a la flore, et il y a aussi la faune, qui fait partie intégrante de sa vie à Saint-Sauveur-en-Puisay. Elle le dit elle-même, toute la famille aimait les bêtes, et les bêtes aimaient notre maison. Chats, chiens, oiseaux, crapauds, et même chauves-souris. Pour en parler, nous sommes avec Cécile Lemoine, chargée de mission Natura 2000 en Puisay-Fort-Terre. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce job de chargée de mission Natura 2000 ? Qu'est-ce qu'une chargée de mission et surtout, c'est quoi exactement Natura 2000 ? Alors du coup, pour vous répondre à vos deux questions, donc chargé de mission, on va dire que c'est un intitulé, bon c'est vrai qu'il peut sembler un peu flou, où en fait on est chargé par notre structure de mener des projets, remplir certaines missions. Et voilà, dans mon cas, donc ma mission c'est Natura 2000. Et donc alors, Natura 2000, du coup, on est sur la nature, et 2000 pour... Alors 2000, c'était parce qu'il y avait un objectif d'atteinte dans les années 2000, bien entendu, Tout simplement. comme souvent. Voilà, donc c'est vrai que ça paraît un peu obsolète. Donc non, en fait, Natura 2000, c'est le nom d'un réseau de sites qui se retrouvent partout en fait sur les pays de l'Union européenne, qui présentent des enjeux européens au niveau d'une biodiversité qui est avec des espèces et des habitats parmi les plus rares et les plus menacés au niveau du continent. Et donc l'objectif au sein de ces sites, c'est de préserver ces espèces et ces habitats sur du très long terme, si nécessaire de mener des actions de restauration. Et le petit plus de Natura 2000, c'est que nous avons une obligation de prendre en compte l'humain, donc les enjeux socio-économiques et culturels locaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, contrairement à d'autres types de zonage parfois, d'une mise sous cloche, c'est bien d'arriver à préserver une biodiversité en l'intégrant dans les activités humaines. D'accord, donc alors en Puisay-Fort-Terre, on sait qu'il y a plusieurs sites Natura 2000. Je suppose qu'ils ont chacun leur spécificité, même si on parle souvent de Puisay-Fort-Terre comme un seul territoire. Je pense que chaque site doit avoir sa propre topographie, ses propres habitants du coup. Et cela représente donc quel écosystème en termes de biodiversité, bois, mares, eau, forêt, habitants du coup, enfin humains également? Alors du coup, en effet, c'est très diversifié. Donc nous, sur le territoire de la communauté de communes, il y a 2 sites Natura 2000. Celui, d'ailleurs, qui est complètement sur le site de la communauté de communes est géré par la communauté de communes. Et il y a également un petit bout qui se trouve à l'extrême ouest du territoire, qui lui appartient à un site qui s'étend bien au-delà, qui va même jusqu'à Avallon, et lui qui est géré par le pays de l'Avallonnais dessus. Et en effet, ces 2 sites sont éclatés en plein d'entités. Donc moi, pour le site dont je m'occupe, c'est 15 entités qui sont réparties sur 15 communes différentes entre la Puisay et la Fort-Terre. Et en effet, il y a des enjeux différents. Donc moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est milieu humide, et de manière très diversifiée, des tourbières, des marais, des mares, des vallées alluviales, etc. Et également ces fameuses chauves-souris de ce côté. Et de l'autre côté, on est sur des milieux moins humides, plus secs, avec des milieux de pelouse par exemple, et également cet enjeu chauve-souris qu'on retrouve. D'accord, donc un milieu humide, un milieu pelouse, mais de part et d'autre, la chauve-souris présente un peu de partout, quoi. Oui, on a de très gros enjeux sur notre territoire pour toutes ces espèces, effectivement. Et donc en termes d'espèces, ça représente à peu près combien d'espèces ? En tout, les chauves-souris, il y en a énormément dans le monde, on a 1400 espèces. Donc c'est assez énorme. Donc les chauves-souris, c'est un groupe qui en effet rassemble plein d'espèces. C'est un petit peu du même niveau que de parler du groupe des carnivores, où on va retrouver aussi bien les félins que les canidés, que le groupe des otaries. C'est extrêmement diversifié en fait. Et nous, en France métropolitaine, je parle bien de la métropole, de ce côté, on compte 36 espèces, qui sont toutes protégées d'ailleurs par la loi, parce que
voilà, toutes pas forcément en très bon état de ce côté. Et nous, localement, on compte 21 espèces, ce qui est une très belle diversité pour notre petite région. Donc ça veut dire que sur 36 espèces au niveau national métropolitain, on en compte sur ces 36, 21 en Puisaye-Forterre. C'est ça. Donc C'est on n'a pas énorme. bien entendu les espèces méditerranéennes. Bien sûr. Elles vont peut-être arriver un jour, c'est possible. Vu le changement De ce climatique, côté, voilà, et d'autres un petit peu plus nordiques de ce côté. Mais non, on a vraiment une très belle diversité. c'est assez impressionnant, toutes ces espèces différentes de chauves-souris qu'on peut avoir. Oui, donc dans ces 21 espèces, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce qui est endémique à Puisaye-Forterre? On a toujours eu des chauves-souris ici? Alors, on a toujours eu des chauves-souris, ça c'est sûr, depuis bien avant même que l'homme soit présent, ça c'est sûr et certain. Je n'irai pas plus loin ensuite de savoir qui était là il y a 10 000 ans et qui n'était pas là, tout de même. Mais effectivement, oui, ce sont vraiment des espèces qui ont toujours vécu sur le territoire et qui ont coévolué avec nous également, puisqu'elles sont très souvent, il y en a beaucoup qui sont très attachées à nos bâtiments par exemple, parce qu'elles y retrouvent des endroits qui vont leur être favorables. Donc voilà, depuis que l'homme construit des bâtiments, en fait, elles ont évolué avec nous et s'y sont adaptées. Et d'où les enjeux de Natura 2000, de conserver l'interaction de la biodiversité et de l'être humain et de son activité. Aujourd'hui, on n'a pas de milieu purement naturel, ça n'existe quasiment plus d'ailleurs sur notre planète. Chaque centimètre carré presque a eu un impact, qui soit direct ou indirect, de l'homme de ce côté. Et ici, par exemple, on a des espèces qui sont très inféodées aux activités d'élevage, en fait, où on va retrouver des animaux dans les champs qui vont créer tout un écosystème spécifique. Et demain, si on perd l'élevage, on va perdre aussi une grande partie de notre diversité, par exemple. D'accord, donc tout est intrinsèquement lié, on ne peut pas risquer d'enlever quelque chose sans perdre autre chose. Non, c'est tout un peu la difficulté de tout ce qui est écosystème, milieu naturel, c'est que faut voir ça un petit peu comme une construction globale où chaque espèce est une petite brique. Et enlever une brique, ça peut aller. Si on commence à en enlever plus, la structure commence à être fragile. Et la difficulté, c'est que des fois, on ne connaît pas le rôle de chaque brique. Donc, c'est parfois tentant de se dire que oh, mais voilà, cette espèce-là, elle ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, si elle sert à quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, on a du mal à vraiment savoir quoi exactement. Mais si demain, elle n'est plus là, il y aura des conséquences à la chaîne. D'où d'ailleurs, dans le bâtiment de l'ancienne mairie de Saint-Fargeau, toutes les précautions qui ont été prises, parce qu'il y a justement des chauves-souris qui ont l'habitude tout le temps de revenir dans ce bâtiment. Tout à fait, c'est un bâtiment qui est connu donc historiquement pour héberger en fait ce qu'on appelle une colonie de mise bas. Donc c'est à une période de l'année, les femelles qui se regroupent pour mettre bas leur unique petit de l'année. Voilà, et qui vont les élever. Et donc c'est une colonie assez importante qui a du coup un enjeu vraiment pour notre territoire. C'est pas juste 3 individus comme ça, non, il y en a quand même un certain nombre de ce côté. Et donc il était important de les prendre en compte pour assurer justement la pérennité de l'espèce sur le secteur. Et donc on les étudie, ces chauves-souris, leur comportement, est-ce qu'il y a une étude qui est faite ? Alors, localement, oui, on fait des choses. Tout d'abord, on suit leurs effectifs chaque année pour savoir, voilà, est-ce que la colonie se porte bien, est-ce que cela descend, cela remonte. Bon, ça peut varier, hein, bien entendu, c'est jamais linéaire, mais voir si sur la durée, les tendances sont bonnes. Voilà, ça permet de réagir si jamais on voit qu'il y a un souci ou autre. Ensuite, voilà, les études plus poussées se font sur d'autres secteurs au niveau national. Hein. Nous, on n'a pas non plus des moyens illimités, même si ce serait très intéressant de ce côté. D'accord. Alors, Colette décrit dans les vrilles de la vigne, la première chauve-souris nage en zigzag dans l'air, elle vole bas et Nonoche peut distinguer 2 yeux de rat, le velours roux du ventre en figue. Est-ce qu'on aurait une idée sur l'espèce de chauve-souris ? Alors, c'est pas très fourni comme description pour arriver à trouver. Parce que autant on a 21 espèces, autant il y en a beaucoup qui sont très proches. Donc, à moins de vraiment de les voir un peu plus détaillées, c'est pas toujours évident. On regarde beaucoup les oreilles, par exemple, mais la couleur du pelage est déjà une belle indication. Ça réduit le champ d'investigation. Tout à fait, déjà, c'est déjà vraiment pas mal. Il y a aussi cette image de figue qui peut nous donner un petit peu une idée de la dimension de la petite bête, parce que bon, les chauves-souris que l'on a en Puisaye-Forterre, ce sont des petites chauves-souris. Voilà, ça n'a rien à voir avec les roussettes d'Indonésie ou autres qui des fois peuvent faire 1,80 m d'envergure. Pour une dizaine de kilos, hein, même moins souvent de ce côté-là. Et du coup, voilà, entre la couleur du ventre et cette taille,
Moi, j'avoue que je pencherais peut-être pour une pipistrelle, qui est connue justement pour avoir un pelage, enfin un ventre plutôt roux, brun, de ce côté. La taille de figue, voilà, nous confirme que c'est une taille pas trop grande. Qui tient dans le creux de la main, généralement. Voilà, à peine. Donc ça pourrait éventuellement être la pipistrelle commune, qui est la plus commune des pipistrelles, un peu comme son nom l'indique, et la plus commune en fait, même un peu partout en France, de ce côté-là. Donc que l'on peut voir très facilement, notamment autour des lampadaires parfois. Voilà. J'ai personnellement mes 8-9 pipistrelles à la maison derrière un volet tous les étés. Oui. Alors c'est vrai que ces espèces vivent depuis longtemps. Colette est née en 1873. Donc elle les a côtoyées, elle qui aimait tant les bêtes. D'ailleurs, elle disait, sans bêtes, je m'appauvris. Et d'ailleurs, du plus gros mammifère aux plus petits insectes, vous le disiez tout à l'heure, chacun est nécessaire. Au final, on a tous besoin des uns des autres pour la biodiversité globale. Tout à fait. En effet, c'est pas toujours facile comme concept à appréhender, mais comme je le disais, voilà, tout repose en fait sur de nos écosystèmes. Donc, sachant qu'on fait partie nous-mêmes de ces écosystèmes, c'est toujours un équilibre dynamique. Il y a des changements, bien entendu, mais assez légers, avec des évolutions qui se font sur des milliers, voire des millions d'années de ce côté. Donc, effectivement, dès qu'il y a un déséquilibre brutal, c'est difficile de compenser tout de suite et les conséquences peuvent être un peu terribles. Ouais. Pour notre information à tous, là avec les changements climatiques, là on était début octobre, il faisait déjà 31 degrés. Est-ce que notamment les chauves-souris sont sensibles à ces changements ? Alors, c'est difficile de répondre avec précision, mais oui, comme nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes impactés. Quand il fait chaud, voilà, on a un peu plus de mal aussi, ou autre. Si jamais il faisait plus froid, les différences de température, ça influe. Et chez les chauves-souris, ça influe notamment sur leur rythme de vie. Tout au long de l'année, en fait, elles ont deux grands temps forts, on va dire. La période un peu printemps-été, où les femelles vont se regrouper pour mettre bas leur unique petit de l'année et l'élever pendant cette période qui est favorable, du coup. La période en hiver, où donc les mâles et femelles se regroupent dans d'autres endroits, où là, elles vont hiberner pour cette période moins favorable, où elles vont trouver moins d'insectes, du coup, à manger. Et donc, suivant, effectivement, après le changement climatique, il y aura plus ou moins d'insectes, qui fait que les périodes vont varier, du coup. C'est cela, donc maintenant, est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter aussi vite que le changement climatique ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ce problème, c'est-à-dire que c'est extrêmement rapide, en fait, par rapport à ceux qu'on a connus il y a des milliers et des milliers d'années. Donc, est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter, effectivement, assez rapidement, ou est-ce qu'elles vont avoir plus de mal ? Là, l'avenir va nous le dire. Très bien, merci beaucoup Cécile. Merci de m'avoir reçue. Pour cet échange autour de la nature poyodine et des chauves-souris. Chers amis, après la nature, nous passerons à un autre amour de Colette, et je sais que c'est le vôtre aussi, la gastronomie. À bientôt. Parce que les paysages, eux, du moins, Je vais mieux avouer tout de ils étaient suite authentiques. que je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'était Dans les yeux de Colette, un podcast de Puisay Tourisme.